Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview de Productiveview. Cette semaine, j'ai l'immense honneur de recevoir Karine Meige. Bonjour Karine. Bonjour Priscille, merci de me recevoir. Je t'en prie. Alors Karine est à la base ingénieure de formation, férue de sciences humaines et notamment de travaux sur l'interdépendance et les relations humaines. Et ça a pris rapidement une très grande importance dans sa vie personnelle et aussi dans son parcours professionnel. Après avoir passé quelques années dans de grands groupes industriels, et grâce à la pratique du théâtre d'improvisation et des rencontres qu'elle a pu y faire, Karine s'est tournée sur la voie de la communication non violente. Elle s'est ensuite formée pour devenir coach et elle est coach professionnel certifié ICF. Elle accompagne les individus dans leur transition de vie et le cheminement personnel par la pratique du coaching et de la communication non violente. Elle s'intéresse, elle expérimente et elle partage le processus de résilience et de coopération au sein d'un collectif de pairs. Et c'est d'ailleurs de ce sujet dont Karine va nous parler aujourd'hui, de la résilience et notamment de sa vision de la résilience. N'est-ce pas Karine? On t'écoute. Oui, c'est ça. Du coup, moi, ce que j'aimerais partager aujourd'hui sur la résilience, je ne vais pas aller trop en profondeur sur de la théorie ou du détail. Il y a pas mal de choses déjà disponibles Mhm. sur le web là-dessus. Euh, mais du coup, rapidement, quand même, une petite définition. Donc, la résilience, c'est la capacité d'un système dynamique, d'une personne, mais on peut parler de systèmes plus largement, à résister, à récupérer, à se remettre suite à des menaces importantes de la stabilité du système, de sa viabilité ou de son développement. Quand on parle de résilience au niveau psychologique affectif, on va parler beaucoup de traumatisme, mais on peut aussi parler de résilience après des épreuves, des déceptions, des coups durs. J'aime bien le fait de mettre en exergue aussi que la résilience, elle s'applique aussi à des épreuves, des choses un peu plus légères, qu'on peut Mhm. retrouver des Mhm. mécanismes de résilience sur Ouais. des choses qui ne sont pas non plus C'est de pas l'ordre. toujours des gros traumatismes, des attentats, des gros Voilà, accidents, des choses comme ça. c'est ça. On va dire qu'à la base, c'est ça, mais on le retrouve aussi sur des choses, enfin moi je trouve plus légères, on va dire. Mhm. Hem, Ce que je trouve intéressant, c'est que la résilience aussi, il faut savoir qu'il y en a différents types. Donc là, moi je m'intéresse plus à la résilience, psychologique et affective. Mais à l'origine, déjà, c'est un terme qui vient de la mécanique. Moi, c'est là où j'ai entendu ce terme pour la première fois dans mes études d'ingénieur, hein. Donc c'est la capacité d'un matériel, plutôt métallique en général à se remettre dans Mhm. sa position initiale suite à un choc. Il y a aussi la résilience, des écosystèmes, la résilience végétale qu'on peut observer dans la nature après des catastrophes naturelles, la résilience des systèmes économiques, des systèmes sociaux, une résilience neurologique aussi qui est assez particulière. Donc voilà, pour les différents types de résilience et un peu une base sur, qu'est-ce que la résilience? Hem, Ce qui est important aussi pour moi de connaître sur la résilience, c'est qu'il y a on va dire déjà il y a quelque chose il y a des facteurs biologiques, il y a certaines hormones qui peuvent jouer là-dedans. Il y a aussi, on va dire un terreau qui se construit lors de l'enfance, hein. Donc en Oui. étant entouré de personnes résilientes, en étant dans un environnement, où il y a beaucoup d'amour, où on nous apprend à bien se connaître, à mettre des mots sur ses émotions. Tout ça, c'est des facteurs qui font qu'une personne pourrait être plus résiliente qu'une autre. Mais il est super important de se souvenir que en fait, la résilience, ça fonctionne aussi comme un muscle. Donc même s'il y a pas tout ça, et Mhm. ben, on peut quand même, travailler sa résilience, on peut quand même, augmenter sa capacité à réagir avec résilience face à des adversités de la vie, face à des coups durs. D'accord. Ouais, et pour moi, ça, c'est vraiment important parce que, voilà, des gens qui peuvent se dire, «Oh là là, bah, enfin, moi j'ai fait, X dépression, je suis vraiment pas, je suis faible», tu vois? Qui peuvent avoir cette opinion d'eux, c'est important de savoir qu'en fait, on peut y arriver même si, voilà, c'est pas Mhm. quelque chose sur lequel on se sent très, très fort. Hem, du coup, Heu, comment faire pour, un peu améliorer ses capacités de résilience? Ça touche un peu à tout ce qu'on peut entendre dans le développement personnel, hein, mais il y a un peu des grandes lignes comme,
apprendre à être à l'écoute de soi, pas que de ses pensées, parce qu'on a souvent tendance à être à l'écoute de ses pensées et elles sont pas toujours notre amie, hein. Mhm. Donc mettre aussi être à l'écoute de ses émotions, être à l'écoute de son corps, apprendre à bien se connaître. Heu, donc il y a plein de manières, différentes de faire ça, hein, passer par une psychothérapie, par un coaching, par d'autres choses. Il y a plein de pratiques qui permettent ça. Hem, il y a un travail aussi d'accepter ce qu'on ne peut pas changer et d'agir sur ce qui peut l'être. Parce que Mhm. quand il y a l'image de résilience, de je me relève, je suis fort et j'avance, je me mets en action. Hem, il y a aussi ce côté de la résilience de se dire: «Bah, là, je peux pas» et c'est OK et je Mhm. l'accepte. C'est pas forcément des étapes qui sont faciles, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais quelque chose aussi qui est très important, je trouve, dans la résilience, c'est la coopération et le fait de s'entourer, de s'entourer de personnes résilientes, OK, mais bon, c'est pas toujours marqué sur leur front, hein, donc des fois, c'est pas évident, mais rien que de faire des ouais, bah, de coopérer avec les autres, voilà, d'avoir des activités de groupe, de faire partie d'une communauté. Tout ça, c'est des choses qui viennent aussi nourrir, la résilience. Mhm. Et quand tu dis une communauté, c'est une communauté en rapport avec le problème qu'on a ou ça peut être n'importe Non, je quelle pense que ça communauté? moi, je pense que ça peut être, n'importe quel des gens qui enfin, une communauté religieuse, hein, qui ont grandi là-dedans, rien que ça va Mhm. le fait de se sentir entouré, d'avoir des valeurs, d'avoir des ou ouais, n'importe quel groupe, en fait, le fait de coopérer, de travailler d'humain à humain ou de vivant à vivant, si on voit plus Mhm. large, bah, rien que ça vient nourrir un peu tout ce terreau-là qui aide la D'accord. résilience à se développer. Hem, quelque chose aussi, parce que je vois quand je pratique un peu ce qu'on appelle des cercles de résilience et de coopération. Donc pour faire, ça rapidement, c'est, c'est ju un groupe, qui se Mhm. rencontre régulièrement et des personnes qui vont partager des moments de résilience, peut-être réfléchir un peu au sujet, à voir qu'est-ce qu'ils peuvent, en faire. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un groupe d'écoute et de partage, heu et et ça vient déjà ce genre d'activité, ça vient nourrir le fait que, on prend conscience de sa propre résilience parce que alors c'est pareil, c'est peut-être une généralité, j'aime pas ça, mais je crois qu'on a souvent tendance et je crois aussi que c'est quelque chose, mais c'est ma croyance, hein, que c'est quelque chose d'un peu franco-français, à voir ce qui va pas, ce qui a pas Mhm. fonctionné, ce qui a pas marché. Heu et du coup, de prendre ce temps de recul et de se dire: «Mais là, en fait, ouais, c'était dur, il y a quelque chose qui a pas fonctionné, mais j'ai réussi à me relever là. J'ai fait ça qui Mhm. fait qu'en fait, je me suis intégrée dans ce processus de résilience. Donc j'ai cette capacité-là» et quand j'écoute quelqu'un d'autre parler de ça, et bah, je peux observer aussi: «Ah, ben là, lui aussi, il a fait preuve de cette résilience. C'est une autre manière de d'être résilient et peut-être que moi, je peux l'avoir aussi ou ça m'interroge». Et ça me permet d'avoir un autre regard sur la mienne et voilà, donc ça, c'est pour le côté apprentissage résilience, outre vraiment le fait qui est très, Ouais. très nourrissant, d'avoir un partage personnel assez intime et d'avoir des rencontres qui sont quand même à un niveau d'authenticité, moi je trouve assez rare et assez riche, et c'est de la coopération, donc ça vient nourrir aussi ça. Et dans ces groupes-là, de temps en temps, je vois une espèce de enfin, non, comment dire? Heu, de quiproquo entre capacité d'adaptation et capacité de résilience. Pour moi, est pas la même chose. Des fois, on va se dire: «Ouais, il y a eu tel coup dur dans ma vie, tel, truc et bon, ben je m'y suis adaptée, donc j'ai été résilient». Par exemple, on peut parler là du covid, du confinement, de tout ça, ça peut être clairement des expériences où on est résilient, hein, je dis pas que ça l'est pas. Mais, pour montrer une nuance, quelqu'un qui va, bah, s'adapter aux règles, accepter qu'il peut pas changer les règles qu'on nous impose, qui sont telles qu'elles sont, s'y adapter, mais s'y adapter, sans, avoir accepté, sans y trouver un bon équilibre, sans, être bien là-dedans, ça c'est de l'adaptation. Mhm. La résilience par contre, il y a vraiment l'idée de, s'être relevé et d'avoir trouvé un équilibre qui nous va bien. Dans lequel on se sent, heu, je dirais pas aussi bien qu'avant ou mieux qu'avant, parce que je pense Mhm. qu'il y a beaucoup de cas où c'est pas le cas. Mais on a un équilibre où on arrive à retrouver quelque chose où on se sent bien. Donc D'accord, c'est oui, un je peu la comprends. Parce que nuance je entre voyais les pas 2. trop la nuance, donc c'est bien que tu puisses préciser là-dessus, effectivement.
c'est quand même assez important parce que effectivement, dans l'adaptation, dans la façon dont tu le présentes, il y a plus quelque chose, enfin, je ressens quelque chose de plus subi. Et dans la partie résilience, je sens quelque chose qui est plus actif, plus proactif pour faire soit cette nouvelle, enfin, pour faire sien plutôt, une nouvelle situation et en arrivant du coup à fonctionner presque normalement avec ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, je pense qu'en plus il y a plusieurs, on peut croire qu'on s'est adapté, qu'on a accepté quelque chose, mais il y a une différence entre l'accepter et en le subissant encore un peu, en n'étant pas, complètement en phase avec ça et accepter vraiment pleinement en disant: «OK, beh, là je vais construire avec ça». C'est pas la même Ok. chose. Alors, est-ce que dans ce processus de résilience, on a un espèce de parcours type ou d'étapes, un peu comme on aurait dans les étapes du deuil, où on a un espèce de parcours, alors que chacun fait à son rythme, bien évidemment. Mais est-ce que dans la résilience, c'est la même chose? Alors, moi ouais, il y a un parcours, il y a des étapes. Moi, celle, auquel, je m'identifie bien, c'est celle à travailler avec un ami à moi qui les a faites, qui Mhm, s'appelle Sébastien Micmaker, qui s'est inspiré des travaux de Boris Cyrulnik, qui est un peu mhm, mhm. la figure française Ouais. de la résilience, de Viktor Frankl aussi Mhm, et du livre du voyage du héros. Donc à partir de ça, il a défini des étapes auxquelles moi je trouve, voilà, qui me parlent pas mal. Heu et alors je vais t'en parler un peu plus, mais aussi je tiens à dire avant que, aussi en fonction, là c'est vraiment mes expériences personnelles, heu, des fois je vois des expériences de résilience où, ah bah, j'en ai fait que 2-3. Il faut savoir qu'il y en a, une bonne dizaine d'étapes. Elles sont mhm, pas du tout, toutes obligatoires. Des fois, tu commences pas au début du processus parce que tu as déjà ou alors ça a été tellement rapide que tu vois, tu es pas obligé de toutes les faire. Et en gros, donc il y a cette première étape où, bah, tu as ce traumatisme, tu as cette épreuve, cette crise dans ta vie. Tu peux avoir une étape de déni, de colère, qui est un peu commune aux étapes du deuil, hein, mhm, mais qui doit s'arrêter, assez rapidement parce que faut pouvoir faire face, faut pouvoir accepter qu'il y a ce problème et donc sortir de cette phase de déni. Il peut y avoir une phase de rencontre avec une personne, résiliente ou pas. Il y a une phase de prise de conscience et de mettre un sens sur ce qui nous est arrivé. Ça rejoint aussi, je trouve, les travaux de Viktor Frankl. Vraiment la capacité à dire à donner soi-même un sens, peu imp quel qu'il soit, à l'épreuve qui m'est arrivée, à dire: «Ça m'est arrivé parce que et mhm. je vais pouvoir faire ça maintenant». Donc une étape après où on commence à visualiser un changement de paradigme, une autre manière de voir soit vraiment si c'est très localisé, son environnement, par exemple, si c'est un truc de travail ou vraiment la vie de manière générale, voilà, ça peut être très local ou très large. Hem, une phase après où on commence à comprendre ce nouveau monde dans lequel on rentre, ce nouveau paradigme. Une phase où on accepte de perdre aussi, hein, parce qu'en rentrant dans un nouveau paradigme, bah, il y a des choses on va dire de son ancienne vie, qu'on n'a plus. Après une phase de compréhension et de consolidation globale et une phase qu'on a appelée de création, c'est-à-dire de transformer un peu, ce nouveau paradigme, cette nouvelle vue et où cette nouvelle, vision de la vie et où on va, vraiment être dans l'action et j'aime bien moi cette image c'est ma vision sur, ce qui se passe, mon analyse. Je ne sais pas si c'est ce que les gens vivent, mais je trouve quand je vois des parents qui ont perdu un enfant dans voilà, des circonstances, horribles et très traumatiques et qu'après on voit qu'ils créent des associations, en lien avec la maladie de leur enfant ou du traumatisme qu'ils ont vécu. Pour moi, là, on est vraiment là dans cette phase de création où on vient transformer l'essai et où on change sa vie par rapport à ce traumatisme. Et donc après la dernière phase un peu de retour à l'équilibre. On reprend une espèce de routine avec, ce changement de paradigme, de vie et de D'accord, ok. ouais, donc voilà pour les phases, mais comme je te dis, voilà et puis chacun s'inscrit. Ce qui est aussi, important, c'est de savoir qu'on peut être résilient un jour, on ne l'est pas forcément toujours. Ça s'est Mhm. vu, des gens, qui ont été très résilients, sur des événements de leur vie et puis, quelques années plus tard, beaucoup moins. Donc ça dépend aussi de tous ces facteurs extérieurs et intérieurs, hein. Prendre soin de Ouais. soi, avoir un environnement extérieur aussi solide.
ça varie, ça vient jouer. Et Hem, est-ce qu'on peut être résilient, je sais pas, dans un domaine de sa vie et pas dans un autre? Peut-être, je ne sais pas, très résilient face, à des problématiques qu'on a dans la vie privée et puis ne pas l'être du tout dans la vie professionnelle, par exemple, ou ouais, l'inverse? oui, Oui, clairement. Ouais, ouais. oui. C'est marrant parce qu'il y a une personne qui avait relevé ce point-là et pour moi, oui, oui, on peut totalement être très résilient dans par exemple, avoir vécu une maladie grave et être très résilient, s'en remettre dans sa vie perso et arriver au travail et avoir beaucoup plus de difficultés à se remettre de certaines choses ou l'inverse. Mmh. Oui, oui, c'est très possible. Pour moi, c'est aussi une question de un peu comme si, tu vois, ce socle de résilience, que cette base de connaissance de soi, d'acceptation de ce qui arrive et tel que c'est et aussi l'environnement extérieur. Cette base, elle est propre à différents environnements dans chaque individu. Mmh. Donc tu peux avoir un socle personnel, et avoir une bonne confiance en toi individuellement que tu ne retrouves pas au travail. Donc Ouais, tu peux avoir une bonne résilience dans ta vie personnelle, pas au travail et l'inverse aussi. d'accord, OK. En fonction de Mais tu disais tout à l'heure que c'était comme un muscle et que ça se travaillait et il y a des choses qu'on peut faire au quotidien pour, se muscler justement? bah, ouais, déjà, je pense que dans apprendre à alors ça dépend, hein, s'il y a peut-être qu'il y a des gens qui s'écoutent déjà très bien, et donc qui n'ont pas besoin de ça, Ouais. mais moi, je sais que j'ai dû faire ce parcours-là, hein, d'apprendre à m'écouter, le corps et les émotions, c'était pas forcément quelque chose d'inné, donc il y a la méditation, il y a le yoga, il y a tout en fait, tout même, avoir un bon régime alimentaire, faire du sport, tout ça, c'est rien que ça, c'est des pratiques, qui sont là pour prendre soin de soi. Rien que Mmh. ça, tous ces petits éléments au quotidien, avoir ne serait-ce que l'initiative de vouloir faire quelque chose, même si on n'est pas à l'état de le faire, de vouloir prendre soin de soi, rien Mmh. que ça, c'est quelque chose qui vient nourrir, cette résilience, quoi. D'accord, OK. Et puis, ouais, avancer sur le chemin de la connaissance de soi. Donc là, moi, je pense plus à un peu plus de travail, psychologique ou coaching ou bah, des choses qui sont un peu plus accompagnées. Mais vraiment, heu, il y a des choses, on le sait tous, hein, qui font partie de l'ordre de l'inconscient et c'est très bien des fois qu'elles y restent. Mais le fait d'apprendre à mieux se connaître, d'avancer sur ce parcours-là, on gagne en résilience aussi. Mmh. Mmh. Ouais. Après, bah, oui, après, se lancer dans des projets collectifs, des projets de coopération, ça, c'est des choses, voilà, qui peuvent clairement aussi aider à booster la résilience. Faire des choses qu'on sent qui sont bien pour soi, être aligné avec ses valeurs, tout ça, pour moi, c'est des choses qui vraiment boostent la résilience. D'accord. Ouais. OK, OK. Si, pour, imager, je sais pas s'il y en a qui j'aime bien moi, il y a certaines figures, assez connues de résilients qui donnent des exemples. Alors moi, j'aime bien l'exemple de comment il s'appelle? C'est joué par Tom Hanks, Forrest Gump. Voilà, Mmh. j'aime bien parce que pour moi, en plus, enfin voilà, il est il image vraiment la résilience dans toutes les phases de sa vie, il est tout le temps résilient, donc c'est pas un exemple dans le sens où on peut pas être comme ça, hein, ça reste un film, hein. Mais voilà, l'espèce d'accepter, ses limites, ses capacités, d'accepter que le monde tourne pas non plus comme on veut, mais faire avec et continuer à avancer, ça n'empêche pas de rêver, ça n'empêche pas d'avoir des projets, de réaliser plein de choses et de se dépasser, de se surpasser. Donc Mmh. j'aime bien ce personnage. Heu, après, bah, il y a Simone Veil et Boris Cyrulnik, qui ont aussi en commun, l'expérience de la de la guerre, et qui sont voilà, des figures de résilience qui ont vraiment transformé, qui ont, heu, leur vie professionnelle et j'ai envie de dire, le sens de leur vie tourne justement autour de leur Mmh. expérience traumatique, de Ouais. l'enfance, quoi. Donc c'est des exemples de résilience par excellence aussi. Hem, je crois alors, je pense aussi que tu vois heu alors je sais pas si ça toi tu vas te sentir concerné ou pas, mais tu vois des exemples de reconversion aussi professionnelle. Pour moi, il y a une mise en pratique un peu de résilience, donc je parle aussi pour moi, hein, mais le fait d'arriver à un moment où on écoute un peu plus, ce qu'on a envie de faire, de se dire: «Bah, là, je suis peut-être plus alignée avec mes valeurs» ou «J'ai besoin je recherche, plus de sens, dans ma Mmh. vie professionnelle» et je prends soin de moi parce que j'écoute ce que j'ai envie de faire, j'ose faire quelque chose. Donc pour moi, voilà
ces espèces de passages dans la vie où tu changes, tu fais des changements un peu radicaux. C'est un changement de paradigme aussi et pour moi, ça aussi, c'est des exemples de résilience, D'accord. Oui, qui ne sont pas forcément face à un traumatisme, là, pour le voilà. coup, mais qui sont des évolutions de la vie sur laquelle, effectivement, on s'écoute, on s'entend, entre Ça. guillemets, Mmh. et du coup, on passe à l'action d'une façon ou d'une autre pour être plus Ouais. aligné. Mmh. Et pour faire ça, il faut qu'on ait un minimum faut croire un minimum en soi, faut avoir un minimum confiance en soi, faut être un minimum entouré et donc tout ça, c'est des choses qui sont communes. C'est Mmh. pour moi, ça fait partie de la résilience parce qu'on pourrait aussi, rester, dans un environnement professionnel qui nous va pas et s'enfoncer un peu dans une espèce là d'adaptation soumise, voire de dépression Mmh. et Ouais, de se dire burn-out ou de choses comme ça derrière. Ouais. voilà, Mmh. qui peuvent aller jusqu'à un burn-out, qui peuvent aussi aller sur des choses un peu moins, entre guillemets, «explosives», hein, mais des gens qui restent très toute leur vie, malheureux dans une situation, il y en a plein et moi j'ai tendance à trouver ça dommage, mais après je sais que chacun fait comme il peut, comme, voilà, dans les conditions qu'il peut, hein, donc mais je trouve ça vraiment intéressant de cultiver ça, d'y faire attention, d'essayer d'y être ne serait-ce que d'y être attentif, de se dire, et là, j'ai fait ça et là, j'ai fait preuve de résilience, quoi, Mmh. de le voir. Je trouve que c'est très enrichissant, justement, pour quand il y a d'autres choses qui arrivent. Enfin, moi, je l'ai expérimenté personnellement depuis que je m'intéresse à ce sujet, depuis que j'en parle dans les groupes de résilience. Bah, j'ai vu des fois où j'avais changé, sans consciemment m'en rendre compte, mais où j'ai changé certaines de mes habitudes à des moments où ça allait pas et je me dis: «Ah ben ouais, j'ai mis en pratique ça». Ouais. OK. Ouais. Très bien, très, très intéressant, toute cette discussion autour de la résilience. Est-ce que tu pourrais nous conseiller, je ne sais pas, ou des lectures pour les personnes qui auraient besoin qui souhaiteraient creuser, ou des auteurs? Tu nous as parlé donc de Boris Cyrulnik, effectivement, on entend régulièrement parler de ses travaux sur la résilience. Est-ce que, donc tu as parlé de Viktor Frankl, moi je sais que j'ai lu certains de ses livres aussi qui sont... alors même s'il ne parle pas lui directement de résilience en tant que tel, mais de par ses expériences et la façon dont il les a abordées, il y a quand même toute une réflexion, notamment dans le sens de la vie, sur voilà, ce qu'on peut faire avec les choses qui nous arrivent et comment est-ce qu'on arrive à s'en sortir, en tout cas. As-tu d'autres conseils de lecture sur ce thème? Ou de trucs à visionner, des vidéos, des choses comme ça? Ouais, alors, en parlant de vidéos, moi j'aime bien, j'ai vu un petit court-métrage qui est un petit peu à charge de la résilience, mais à charge de l'effet de mode de la résilience et que moi j'ai trouvé intéressant. Mmh. C'est, un court-métrage, Tu Ceux qui donneras ne les liens et je le mettrai dans le... ouais, «Ceux Ouais. qui ne tuent pas», 3 petits points d'exclamation, donc je te donnerai le lien. Mmh. Justement pour, mettre en valeur le fait que des fois on peut confondre heu mettre sur un piédestal les gens qui ont vécu des épreuves, qui qu'on identifie comme étant résilients, hem, et qu'il faut pas confondre ça. Il faut pas confondre les gens qui ont eu des épreuves dans leur vie, qui s'en sont remis et et puis les mettre en modèle, tu vois? C'est des gens qui ont un vécu, qui se sont adaptés, qui peut-être n'ont pas retrouvé leur équilibre, mais qui vivent avec ça. Donc je trouve qu'il y avait quelque chose, d'intéressant dans ce court métrage. Après, Urgence d'aimer de Sofia Strilrever et puis après, bah, ouais, les livres de Boris Cyrulnik, hein, qui sont quand même assez parlants. Il y a Un merveilleux malheur, il y a son autobiographie, Autobiographie d'un épouvantail. Et puis il y a eu je sais plus quel est le nom, mais il y a un magazine sur la résilience qui est un hors-série, je sais plus du nom de magazine, je te dirai ça après pour mettre en lien, mais voilà, spécial sur la résilience et avec pas mal d'articles assez intéressants. Ok, bah, écoute, merci beaucoup, Karine. Alors, comme toutes les personnes qui sont interviewées dans ce podcast, j'ai 3 questions obligatoires. La première, Karine, c'est un livre, ton livre de chevet, ou en tout cas le livre du moment que tu aimes beaucoup. Alors, moi je dirais que c'est le petit manuel de résistance contemporaine de chez Actes Sud de Cyril Dion. Je l'ai lu, il y a peut-être 2 ans, mais c'est un livre qui m'a mis une claque, hein, donc que je garde sur ma table de chevet et en me disant,
ça m'a tellement bousculée, je me dis: «Ah, faut que j'en fasse quelque chose, quoi». Donc je suis toujours, sur ce livre-là. J'en ai lu d'autres depuis, mais voilà, il reste près de moi, parce qu'il m'a vraiment marquée. Voilà. OK, d'accord, donc tu me donneras les petites coordonnées pour que je Oui. partage. Un mantra, un proverbe, une petite phrase qui te suit et qui te motive, qui te booste, je ne sais pas, tu vas nous dire ça? Bah, du coup, j'en ai trouvé une qui est en lien avec la résilience qui m'a beaucoup plu, de Boris Cyrulnik. Donc, c'est: «Le trauma fracasse», c'est sa définition, et la résilience qui permet de se remettre à vivre associe la souffrance avec le plaisir de triompher. Curieux couple. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans cette phrase, c'est que et il dit bien que, heu, la résilience, c'est l'association de la souffrance et du plaisir d'en triompher, et de pas oublier que, des fois, on peut avoir tendance dans la résilience à dire: «Hop, faut que je me relève», tu vois? En voulant un espèce d'excès de résilience, je me relève, je passe à l'action et je vais, régler mes problèmes. Heu, Aussi pas oublier d'accueillir la souffrance et de laisser la Mmh, souffrance venir, et elle est là, et de l'accepter, parce que c'est aussi une manière de la se mettre en action. ouais. Donc, je trouvais ça intéressant dans cette phrase-là, de remettre, la souffrance aussi comme quelque chose que, ben, on fait partie de la vie. Mmh. Mais moi j'aime bien parce qu'au-delà, alors sans peut-être parler franchement de souffrance, enfin moi j'associe aussi dans le fait de la résilience, une certaine façon de sortir d'une zone de confort, on part d'un état où en principe on était voilà dans sa vie, normale, voilà. Il se passe quelque chose, on doit apprendre à vivre avec et à faire autrement et donc du coup on va quitter cette zone de confort et toute action qui fait qu'on va vers l'inconnu, c'est une petite souffrance. Hein. Ça se passe, il y a toujours voilà, des petites frictions, ça ne se passe pas forcément sur un tapis rouge et tout va bien. Et donc, ce n'est pas forcément une grosse douleur non plus, mais c'est une notion quand même de un peu de malaise, d'inconfort, de choses un petit peu difficiles à vivre sur le coup. Quoi. Il faut Ouais, s'habituer. Mm. ouais. Ouais, c'est important d'accueillir ça pour pouvoir passer à Mm. autre chose après, ne Ouais. pas l'oublier. Et donc, la troisième question, c'est par rapport au thème de ce podcast et du blog Productivio. Donc, c'est par rapport à l'efficacité, à la productivité. Qu'est-ce que tu utilises qui te permet d'être plus efficace dans ton quotidien? Et ben, alors j'ai plusieurs choses, mais, quand j'ai vu cette question-là, moi, elle m'évoque aussi le fait, bah, de s'autoriser à être inefficace. Tu vois? De Mhm. s'autoriser des temps de, voilà, des temps de pause et des temps de sans pression, sans performance, de s'autoriser à ça. Parce que je Ouais. pense que ça peut être un piège de, voilà, de la quête de la performance dans on y est tous au quotidien, hein. La vie va vite, tout le monde, il faut faire bien, faut faire vite, faut faire, Ouais. donc, s'autoriser des petites bulles où, Mais enfin, moi, tu as tout à fait raison. Et mmh, enfin, pour les personnes qui creusent un peu dans les domaines de l'efficacité et de la productivité, la première chose qu'on me dit, c'est qu'il faut prendre des pauses régulièrement. Parce que de toute façon, au niveau de notre tête, on a besoin de souffler. Quand on a des problèmes, parfois, on est tellement obnubilé qu'on ne voit plus la solution parce que la tête, elle tourne là-dessus. Et de faire une petite pause, un quart d'heure, 20 minutes, souvent, ça nous permet d'aller plus vite. Se reposer aussi. Beaucoup de gens veulent faire des longues journées de travail, 10, 12, 14 heures parfois, alors qu'en fait, c'est complètement contre-productif et qu'il faut effectivement apprendre à se dire non, non, demain, je serai reposée, je serai 10 000 fois plus efficace que ce que je fais aujourd'hui. Là, je fais de la bouillie-cha parce que je veux finir. Quoi. Mm. ouais, c'est ça, donc prendre du recul Mm. et mettre de la perspective pour dire: «Bon, là». Parfait, parfait. Karine, si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, est-ce que donc tu as un profil LinkedIn, je sais. Est-ce que pour ton activité de coaching, tu as déjà un site web ou une page Facebook ou LinkedIn ou quelque chose, ou ça c'est en cours? C'est en cours, ouais, Raconte-nous. pour l'instant, là où je suis le plus visible c'est sur, c'est voilà, ma page LinkedIn, mais après, le site internet, et les pages, Ça Facebook, viendra. LinkedIn, ouais, vont venir bientôt, mais c'est encore en Ok, bon, cours. en tout cas, je partagerai déjà ton profil LinkedIn pour qu'on puisse te suivre et prendre contact avec toi. Si on veut avoir plus de renseignements sur notamment les groupes de résilience dont tu as parlé, je sais que tu fais partie de tout un tas de choses là-dessus qui sont très intéressants, ou bien sur la CLV, ou bien juste travailler avec toi en coaching. Enfin, c'est déjà C'est juste, ça. c'est déjà beaucoup. Ok, merci beaucoup Karine.
Ce fut un plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette nouvelle interview et à très bientôt pour une nouvelle interview, un nouvel épisode de Productive You. Bye bye.